Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'avoir été invité par la Mêlée pour partager avec vous ce matin sur un sujet qui s'appelle « Ça coûte pas plus cher de bien coder ». Donc, je m'appelle David Blanc, je travaille chez Informatique Banque Populaire. Et pour être un petit peu dans la lignée de ce que vient de faire Tristan, qui nous disait qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, on va voir comment on peut appliquer ça dans le domaine de la qualité de ce qu'on produit en tant que développeur. Donc pour commencer, j'aimerais vous raconter deux petites histoires. Bon, la première n'a pas beaucoup de lien avec l'informatique, mais ce sont des exemples qui peuvent être appliqués dans notre domaine aussi. Donc la première histoire, c'est celle du pont de Québec. Je ne sais pas si certains connaissent ce pont-là au Canada. C'est un pont suspendu qui traverse le fleuve Saint-Laurent et qui a été construit au début du XXe siècle. C'était le plus long pont suspendu à l'époque. Et donc les travaux ont commencé en 1903. À l'époque, le Theodore Cooper est l'ingénieur qui est en charge du projet. C'est un ingénieur de renommée internationale qui a travaillé sur un grand nombre de ponts réputés. Et donc il choisit cette structure-là suspendue, type cantilever, parce que c'est la meilleure à son avis et la plus économique. Et pour gagner un peu plus d'argent, faire un peu plus d'économie, il décide de rallonger la partie centrale du pont de 490 à 550 mètres. Parce que comme ça permet de mettre les piles du pont moins loin dans le lit du fleuve et donc d'économiser un petit peu sur le coût des travaux. Le gouvernement, quand il revoit les changements qui sont faits au plan, commence à faire quelques critiques. Il y a un employé qui était en charge de ça qui commence à dire que peut-être ça va mettre plus de stress sur la structure, c'est pas une très bonne chose. Mais Cooper s'emporte, il s'énerve. Après tout, lui qui est un ingénieur renommé, c'est pas un petit gratte-papier qui va lui apprendre à construire des ponts. Et l'affaire retombe. Les travaux commencent comme ça. Au bout de quelques années de travaux, en début 1906, Cooper remarque quand même que toutes les pièces qui sortent d'usine pour construire ce pont, les poutrelles, les suspentes, tout ça, a l'air de peser plus lourd que ce que ses équipes avaient quand même estimé au départ. Mais bon, la construction a déjà beaucoup avancé. Le côté sud, les piles du pont sont déjà en place. Et ils préfèrent continuer les travaux tels qu'ils ont déjà commencé. Mais un peu plus tard encore, dans l'année, ou plutôt au début de l'année suivante, un jeune ingénieur sur le chantier remarque que certaines des poutres du pont accusent quand même des déformations. Et commence à en informer sa hiérarchie, et là on minimise, on lui dit c'est pas bien grave, ça se trouve même les poutres ont été déformées avant même d'être installées, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais quand même, il continue de surveiller, et il constate que dans le temps, ça ne va pas en s'arrangeant. Les déformations continuent de s'amplifier, et fin août, le 27 août, il arrive à convaincre enfin Cooper qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se dérouler sur ce pont-là. Et Cooper envoie un télégramme en urgence au chef de chantier pour dire on va suspendre les travaux pour l'instant, le temps d'investiguer, et on reprendra par la suite. Mais lorsque le chef de chantier reçoit le télégramme, il le lit et puis décide de l'ignorer. Pour lui, il n'y a pas de raison d'interrompre les travaux, ça coûte de l'argent. Et on arrive à 2 jours plus tard, alors que la journée de travail touche à sa fin, un des ouvriers qui est en train de poser des rivets se rend compte qu'un rivet qu'il a posé moins d'1 heure avant a sauté, il a été sectionné net, et il appelle son chef pour le mettre au courant du problème. Mais là, dans un grand bruit de tôle froissée et de grincement de métal, le pont s'écroule. En 15 secondes, des milliers de tonnes, 20 000 tonnes d'acier tombent dans le fleuve, alors qu'il restait 20 minutes de travail sur la journée. Et parmi les 86 travailleurs qu'il y avait sur le pont, 75 décèdent et le reste sont blessés. Alors, derrière, forcément, commission d'enquête, d'où viennent les problèmes, comment ça se fait que ce pont s'est écroulé, ça prend du temps. Puis après, il faut aussi déblayer tous les débris, ça prend plus de 2 ans. Mais la construction reprend quand même, en 1913. Là, on repart sur une structure pareille de pont suspendu, mais on a renforcé quand même la conception pour être sûr de ne pas avoir le même problème. Pourtant, en 1916, alors qu'on est en train d'élever la partie centrale du pont, elle s'écroule à nouveau dans le fleuve en tuant encore 13 personnes de plus. Aujourd'hui, cette travée centrale, là, elle est toujours
elle repose toujours au fond du fleuve. Et il faudra attendre l'année suivante pour que le pont soit enfin finalement terminé. Et il aura coûté 22 millions de dollars, soit plus de 3 fois le coût initialement prévu, sans compter la vie de 88 personnes. Bon, après les mauvaises nouvelles sur le changement climatique, vous voyez que je continue dans la même pensée de choses assez légères. Et pour pas trop changer de ton, je vais continuer avec une histoire qui est plus récente, c'est celle du Boeing 737 MAX. Vous en avez entendu parler, c'est encore assez récent dans l'actualité, ça remonte à l'année dernière tout ça. Mais si on revient au tout début, c'est en 68 que Boeing a commencé à commercialiser son nouvel appareil, le Boeing 737. Alors, c'était un avion qui a très bien marché, qui est un des best-sellers de chez Boeing. Et du coup, pour continuer à résister à la concurrence, adapter aux contraintes des compagnies aériennes qui veulent toujours des avions plus économiques, ils ont fait des évolutions dans le temps. Il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées, jusqu'en 2011 où il y a la 4e génération de Boeing 737 qui a été annoncée et qui était le fameux 737 MAX. Qu'est-ce qui différencie le 737 MAX de ses prédécesseurs? C'est la taille des moteurs. Parce que sur un avion, en gros, plus vous mettez des gros moteurs, plus le rendement va être élevé, plus ça va être économique en termes de carburant. Sauf que là, vous voyez la comparaison entre l'ancien 737 et le 737 MAX. Comparez la taille des moteurs, on a presque doublé la taille. Et ça a posé quelques problèmes. Déjà, il faut le faire rentrer le moteur sous les ailes quand l'avion est au sol. Là, tel que c'était prévu au départ, l'avion ne rentrait pas. Quand l'avion était au sol, les moteurs raclaient le sol et c'était pas envisageable. Donc il a fallu trouver des façons de répondre à ce problème-là. Et la première chose que Boeing a faite, ça a été de déplacer les moteurs sur les ailes, de les avancer un petit peu, comme ça permettait de les remonter. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça perturbait un peu l'équilibre de l'avion parce que la poussée des moteurs se retrouvait un peu plus en avant des ailes. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'avion il avait plus facilement tendance à se cabrer et à se redresser. Et donc du coup, il y avait un risque de décrochage. C'était encore plus marqué en plus quand les pilotes mettaient vraiment les gaz et qu'on n'avait pas encore une vitesse trop élevée. Typiquement un décollage par exemple, l'avion ne va pas encore trop vite, mais on est en train de pousser les moteurs à fond. Et pire que ça, vu la taille de ces moteurs et leur positionnement, quand on était avec un angle assez important, ça crée aussi, là aussi une portance au niveau de ces moteurs qui venait encore amplifier le phénomène. Et du coup, ça fait qu'il y avait une grosse différence de pilotage suivant comment on mettait la puissance. Alors les pilotes en général sont habitués à devoir gérer un comportement de l'avion qui change un petit peu en fonction de la puissance qu'ils mettent dans les réacteurs. Mais là, c'était un niveau qui allait vraiment trop loin et l'avion n'aurait pas été certifié pour voler dans cet état-là. Donc Boeing s'est penché sur le problème et surtout a essayé de chercher quelque chose qui serait le plus économique en termes de budget, parce que retoucher la structure de l'avion, le squelette de l'avion, matériellement, ça coûte extrêmement cher. Donc ils ont plutôt préféré se tourner vers le logiciel. Et ils ont mis en place ce logiciel, le MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System. Comme certains pilotes disent, alors ce genre de logiciel existait déjà, mais comme certains pilotes disent, ça se trouvait sur des avions qui sont équipés d'un siège éjectable en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de ce logiciel, c'est de compenser les risques qui étaient induits par le matériel et de s'assurer que le pilote ne risquait pas de trop cabrer l'appareil et d'arriver au décrochage qui ferait s'écraser l'appareil. Donc, Boeing a travaillé sur ce logiciel-là et ce logiciel, il se trouve qu'à posteriori, on se rend compte qu'il avait quelques problèmes. Le premier problème, c'est que, comme dans n'importe quel élément d'un avion, il y avait de la redondance dans l'avion. Vous savez, c'est assez critique quand l'avion est en l'air. S'il tombe en panne, c'est pas comme une voiture où vous mettez sur le bas-côté. Là, l'avion ne peut pas arrêter de fonctionner en plein vol. Donc, il y a toujours de la redondance. Les capteurs, les ordinateurs sont dupliqués plusieurs fois pour qu'en cas de panne, on puisse se rabattre sur un autre. Donc là, il y avait le logiciel qui tournait sur l'ordinateur du pilote et sur l'ordinateur du copilote, mais forcément, il n'y en avait qu'un des deux qui contrôle l'appareil à un instant donné. Et le défaut de conception qu'il y avait là derrière, c'est que la version qui tournait sur l'ordinateur du pilote ne consultait que la moitié des capteurs de l'avion, que ceux qui étaient du côté du pilote. Et la version qui était installée sur l'ordinateur du copilote ne prenait en compte que les capteurs de l'autre côté de l'avion.
Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que quand un pilote fait voler son avion, bon, il y a toujours des chances que certains capteurs tombent en panne, et notamment là, les capteurs d'angle d'incidence, etc. On sait qu'il y a des défaillances qui arrivent régulièrement, sauf que quand c'est un pilote qui est aux commandes, il peut regarder ses autres instruments pour vérifier que c'est cohérent et que ce n'est pas juste le capteur là, qui est en train de dérailler, et au pire des cas, il peut même aller regarder sur les instruments de son copilote pour vérifier que lui a les mêmes mesures, et donc tout est cohérent. Au pire des cas, même, il peut même aller regarder par la fenêtre si le capteur est en train de lui dire que l'angle d'incidence est beaucoup trop élevé, que l'avion est cabré prêt à décrocher. Si lui voit qu'en regardant par la fenêtre, l'avion est à l'horizontale, c'est qu'il y a un problème au niveau du capteur. Là, ça, c'était pas possible pour le logiciel, c'était pas prévu comme ça. Et en plus, il y avait un deuxième élément de conception de ce logiciel qui est devenu un peu critique, c'est que comme ce logiciel était là pour éviter que l'avion décroche et s'écrase, il fallait surtout éviter aussi que le pilote soit en contradiction avec le logiciel. Si le logiciel est en train de dire attention, tu es prêt à décrocher, là l'avion va tomber dans quelques secondes, il ne faut pas que le pilote puisse continuer à monter encore plus. Donc du coup, ce qui a été mis en place au niveau matériel, c'était une résistance quand même de l'avion. Au niveau du manche à balai, le pilote pouvait tirer comme il voulait, comme un malade, ça forçait et il n'arrivait pas à résister à ce que le logiciel lui imposait. Et le résultat qu'il y a eu derrière, vous le connaissez, c'est que le 29 octobre 2018, il y a eu une défaillance sur le capteur d'angle d'attaque sur un vol pour la Lion Air, le vol Lion Air 610. Et qu'est-ce qui se passe? Le logiciel croit que l'avion est prêt à décrocher, il fait piquer du nez l'appareil, et l'appareil s'écrase dans la mer de Java au bout de 13 minutes de vol. 6 mois plus tard, rebelote, là c'est un vol de Ethiopian Airlines, qui s'écrase à son tour pour la même raison, à peine 6 minutes après son décollage. Aujourd'hui, c'est quoi la conséquence de tout ça? C'est que tous les Boeing 737 MAX sont toujours cloués au sol, plus d'un an et demi après. C'est que le coût qui a été estimé pour Boeing, alors là je parle de chiffres qui datent du début de l'année, de janvier, et qui disait que c'était de 19 milliards de dollars cette immobilisation, comparé au programme qui lui-même n'avait coûté que 3 milliards de dollars à développer. Et sans compter là aussi le nombre de morts, 346 morts au total. Alors pourquoi je vous ai présenté ces deux histoires? Surtout que la première n'avait a priori rien à voir avec l'informatique. Parce que les leçons qu'on en tire sont applicables aussi dans notre domaine. La première leçon qu'il y avait, c'est qu'on a changé les spécifications en cours de route. Dans le cas du pont, on a rallongé la partie centrale du pont, on a rajouté 60 mètres sur la portée là, de cette travée centrale. Sur le 737, on a changé les moteurs pour en mettre des beaucoup plus gros, et ça, c'était pas prévu dans les specs initiales du projet. Mais du coup, comment est-ce qu'on a réagi à ces changements de specs? En cherchant à réduire au maximum le coût que ça allait induire. On a cherché des économies à court terme, là. Donc sur le pont, on a dit on continue en l'état, on va surtout pas revoir toute la conception pour rajouter encore des traverses ou des suspentes, ou je ne sais pas ce qui serait nécessaire en génie civil pour vraiment renforcer ce pont. Voilà, on s'est dit, on va rester tel que c'est, ça devrait passer. Pour le Boeing, on s'est rabattu sur le logiciel qui semblait être beaucoup moins cher que de devoir toucher à la structure de l'avion, et encore plus, si Boeing avait été obligé d'avouer entre guillemets aux compagnies aériennes que c'est un avion radicalement différent des précédents, ça aurait coûté encore plus cher parce que les compagnies aériennes auraient été obligées de reformer leurs pilotes à ce nouvel avion. Là, ils pouvaient le vendre en disant c'est juste un nouveau 737, vos pilotes qui savent faire voler un 737, ils pourront très bien faire voler celui-là. Et donc résultat, qu'est-ce que ça a donné derrière? Ça a donné un résultat désastreux avec des coûts et des délais qui ont explosé. Vous avez vu, le budget du pont a été multiplié par plus de 3, et puis au final ça a été rallongé. Pour arriver à la construction, ça s'est terminé en 1917 alors que ça avait commencé en 1903. Pour Boeing, ils ont eu là aussi des coûts qui ont été beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient passé à développer l'avion. Et en plus, aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas faire revoler ces avions. Et donc, comment ça s'applique ça dans notre monde de l'informatique? Tout simplement parce que je pense que vous avez, comme moi, entendu dire que les gens, ce qu'ils veulent dans l'informatique, c'est des projets qui vont vite, qui coûtent pas cher, et puis qui soient de qualité tant qu'à faire. Le problème, c'est que si on essaie de faire tout ça à la fois, on vous dit que ce n'est pas possible. En général, il va falloir choisir un ou deux de ces attributs-là, mais vous ne pourrez pas avoir les trois à la fois. Et qu'est-ce que les gens choisissent? En général, ils préfèrent que ça aille vite et pas cher, et du coup, par élimination, c'est la qualité qui va en souffrir.
Pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre idée, que la qualité, ça a un coût. Lorsque vous achetez un article de qualité, vous allez le payer plus cher qu'un article bas de gamme. Et en plus, si vous voulez produire un travail de qualité, il va falloir y accorder beaucoup plus d'attention. Vous allez passer plus de temps à aller dans les moindres détails, à être un peu perfectionniste pour produire cette qualité-là. Donc forcément, la qualité, ça devrait impacter ces deux-là. Ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi ? Parce que tout dépend comment on réfléchit, si on réfléchit à court terme ou à long terme. L'idée de qualité, en général, elle est souvent aussi associée à la durabilité de ce qu'on fait. Et par exemple, si vous achetez un outil de qualité, c'est parce que vous dites que cet outil-là, il va vous durer longtemps. Et alors, du coup, est-ce que finalement d'avoir payé plus cher pour cet outil-là, c'est vrai sur le long terme ? Mais pas forcément, parce qu'un outil qui va vous durer longtemps, vous avez fait la dépense une fois, et puis après, vous ne la refaites pas. Alors que si vous achetez un outil bas de gamme qui casse à la première utilisation, vous allez devoir refaire le même achat, et puis ainsi de suite, et à chaque fois que ça casse, vous devez à nouveau réinvestir, et sur le long terme, cumuler, vous avez peut-être dépensé plus à racheter plusieurs fois la même chose que vous l'auriez eu que ce que vous auriez dépensé en achetant une première fois de la qualité. Comme disait Coluche, moins tu payes, plus tu payes. L'image que j'ai mis là, c'est parce qu'on trouve dans un livre de Terry Pratchett un de ces personnages qui illustre ça en disant si j'achète des bottes de qualité, ça va me coûter $50, mais 10 ans plus tard, les bottes elles sont toujours en bon état et il n'y a rien à redire. Par contre, si j'achète des bottes qui ne me coûtent pas cher, qui ne me coûtent que $10, au bout d'un an déjà, elles commencent à prendre l'eau, elles ne sont plus très utilisables. Et donc du coup, si je me projette sur 10 ans, en mettant le prix au départ, j'ai payé $50 et j'ai toujours des bottes qui marchent, qui tiennent bien au pied, qui sont encore imperméables, alors que si j'ai préféré acheter des bottes pas chères, je suis peut-être à presque $100 de dépenser et j'ai des bottes qui prennent toujours l'eau. Donc, là se pose une question, mais qu'est-ce que c'est du coup la qualité chez nous ? Nous qui faisons de l'informatique, parce que c'est bien beau de comparer ça avec des outils, des éléments du quotidien, mais nous qui faisons du logiciel, comment est-ce qu'on définit la qualité de notre logiciel ? En général, on trouve deux grandes façons de la définir. La première, c'est la qualité externe du logiciel, c'est celle qui est visible pour l'utilisateur. Ça va être par exemple la quantité de bugs qu'il y a dans votre logiciel. Si votre logiciel fait que planter, pour un utilisateur, il va dire mais il n'y a pas de qualité dans ce logiciel-là. Moi, je préfère quelque chose qui peut tourner et que je ne sois pas obligé de relancer toutes les 2 minutes. Ça va être aussi l'ergonomie, si elle est facile à utiliser. Ça va être le nombre de fonctionnalités différentes que vous proposez. Si vous avez un logiciel de plus haute qualité, en général, vous avez plus d'options pour l'utiliser, plus d'options pour contrôler ce qu'il fait. Et puis, il y a aussi la réactivité. Si votre logiciel il rame, qui prend énormément de temps, pareil, c'est pas très bon aux yeux de l'utilisateur. Mais ça, c'est un point de vue qui est complètement extérieur au logiciel. On voit que la surface. Il y a une autre définition de la qualité qui existe aussi, qui est plus celle qui nous concerne en tant que développeur, qui est ce qu'on pourrait appeler la qualité interne du logiciel. Et là, qu'est-ce qu'on met là-dedans en général ? On va mettre des choses comme la flexibilité de l'architecture. Est-ce que mon logiciel est vraiment figé ou est-ce que je peux facilement le faire évoluer ? Est-ce que le code de mon logiciel est facile à lire et donc du coup il va être aussi plus facile à maintenir ? Et tout ça, ce sont des choses qui vont avoir un impact sur la durabilité de mon logiciel, on va dire. Pourquoi ? Parce que imaginez que mon logiciel, c'est un bureau que j'essaie de construire. Là, j'ai besoin de construire un bureau pour travailler. Et j'ai 2 options. Soit je vais aller vite, je prends 4 planches, je les colle entre elles, je mets ça au milieu de la pièce, ça tient. Ça fait l'affaire pour ce que j'ai besoin, je peux poser mon ordinateur dessus, pas de souci. Oui, mais le problème, c'est que si au bout de quelques temps, je me rends compte que j'ai plus tout à fait le même besoin, que je veux changer un petit peu mon bureau, je suis embêté. Parce que tout est collé, c'est pas facile à démonter, et limite, si je le démonte, il y a des chances que j'abîme les planches que j'ai déjà utilisées, et je vais être obligé d'en reprendre des nouvelles. Donc du coup, ça va me coûter encore plus cher de le faire évoluer. Alors que si j'avais pris le temps de réfléchir un petit peu à des façons d'assembler tout ça d'une manière qui soit évolutive, que je puisse défaire, refaire autant que je veux, ça sera plus facile de changer mon bureau a posteriori.
soit parce que les besoins ont changé, soit parce que même parfois, je me suis rendu compte que je me suis trompé en l'assemblant. J'ai fait une erreur à un endroit, et là, pour corriger ça, je suis obligé de démonter et remonter. Ben, ça sera quand même plus intéressant d'avoir quelque chose qui est réutilisable, qui est facilement modifiable, démontable, que d'avoir quelque chose qui est vraiment figé et qu'on ne peut pas altérer après coup. Dans notre monde de l'informatique, il y a Martin Fowler qui a illustré ça par un petit graphique qui nous montre l'impact de la qualité interne d'un logiciel sur les temps de développement. Alors, c'est très difficile de mettre des vrais chiffres sur ce graphique, et il l'explique très bien lui-même, parce que pour pouvoir comparer les deux, il faudrait qu'on ait vraiment le même projet développé dans exactement les mêmes conditions, par les mêmes personnes avec le même niveau de connaissance, et ensuite comparer en combien de temps ils sont arrivés au résultat final. Ça, on n'a pas de machine à remonter dans le temps, on ne peut pas revenir en arrière et puis redemander à la même équipe de refaire le même truc en changeant les façons de faire, pour vérifier si à la fin l'un ou l'autre a été plus rapide. Mais quand même, dans l'expérience, ce qu'on constate, c'est que si on néglige la qualité interne d'un logiciel, on arrive parfois à démarrer un peu plus rapidement, à produire un peu plus vite. Mais ce gain de temps qu'on a au début, il est assez limité dans le temps. Souvent, on se projette en disant que ça pourrait attendre au moins la première livraison, la V1 du logiciel. D'ici là, on peut y aller comme ça et on verra après coup s'il faut améliorer. On peut se projeter à plusieurs mois ou années, sauf que Martin Fowler il nous dit que lui, il a constaté que déjà au bout de quelques semaines, même pas quelques mois, on peut voir les effets sur la vélocité d'une équipe. Que s'il n'y a eu aucune architecture qui a été mise en place, qu'on n'a pas trop réfléchi à la conception de l'application, très vite, on se retrouve freiné dans la production de notre logiciel. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à vouloir faire des changements sur ce qui a été fait, c'est là que ces impacts vont se mesurer. Tant qu'on est encore à produire du nouveau code sans se préoccuper de ce qui a déjà été fait, on peut arriver à jouer avec et à ne pas être trop impacté. Mais dès qu'on commence à retoucher ce qu'on a déjà fait, là, on commence à avoir des problèmes. Et ces changements-là, ils arrivent très vite dans un projet. Les attentes, parfois, elles changent en plein milieu du projet. Vous n'avez pas encore fait votre première livraison, que déjà le client vous dit « Mais non, finalement, ce que j'avais dit au début, c'est plus tout à fait vrai. Je veux un truc qui est un petit peu différent de ce qu'on avait spécifié au début. » Et là, vous avez déjà lancé des travaux, vous avez déjà un logiciel qui est en place, même s'il n'est pas encore terminé. Et vous vous retrouvez obligé de devoir changer ce que vous aviez déjà mis en place pour une philosophie qui parfois est complètement différente de celle que vous aviez anticipée. Vous aviez fait des hypothèses qui finalement sont plus vérifiées. Et là, si votre logiciel était trop figé, vous allez avoir du mal à prendre en compte ces changements. Il y a aussi le fait que la compréhension même du logiciel que vous êtes en train de coder, elle évolue dans le temps. Plus vous développez votre logiciel, plus vous progressez dans le code, plus vous vous rendez compte de certaines contraintes que vous n'aviez pas anticipées au début. C'est un peu le grand défaut du cycle en V qu'on a essayé de compenser avec toute l'agilité qu'on trouve aujourd'hui, de se dire que imaginez qu'on va anticiper toutes les problématiques, tous les galères qu'on va rencontrer au tout début du projet et qu'on n'aura jamais besoin de revenir dessus, c'est un peu illusoire. On est humain, on n'est pas capable de tout anticiper, et plus on avance dans un projet, plus on se rend compte de certaines choses qu'on n'avait pas remarquées au début. Et donc du coup, tout ça va impliquer des changements, parce qu'on va se dire « Ah mais oui, j'avais codé ça comme ça au début, parce que je pensais que c'est comme ça que ça devait marcher, mais là maintenant je me rends compte qu'il y a des choses supplémentaires qu'il faut que je prenne en compte, et du coup, ce que j'avais fait, ça colle plus, ça va créer des bugs, ou alors ça va être beaucoup plus lourd en ressources que ce que je m'attendais à avoir. Donc du coup, il faut que je revoie mon code, il faut que je réorganise la façon dont il est fait, peut-être que je change même le comportement. Et là, de nouveau, on fait des changements qui vont avoir un impact sur la rapidité avec laquelle je suis capable de produire. Donc, puisque cette qualité, je vous dis, c'est ce qui nous permet normalement d'aller plus vite, en fait, ça s'explique par la définition même qu'on a donnée à cette qualité interne. En fait, lorsqu'on a défini ce qu'était une qualité interne, moi je vous ai donné une liste de choses qui pouvaient rentrer dans le champ de ce qu'on qualifie de qualité interne. En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est qu'est-ce qui nous ralentit en général lorsqu'on fait du logiciel. Et en fait, la qualité interne du logiciel, ça va être la façon dont on a pris en compte tous ces ralentisseurs
et dont on a essayé de réduire l'impact. Donc, par exemple, quelles sont les choses qui nous prennent du temps en tant que développeurs? Vous l'avez peut-être déjà vu cette remarque-là, qu'un développeur passe beaucoup plus de temps à relire du code qu'à en écrire, qu'à en produire. Et donc du coup, si le code il est difficile à lire et à comprendre, vous allez passer beaucoup plus de temps à le faire évoluer, parce que vous allez passer déjà un bon moment à essayer de décortiquer ce que fait chaque élément du code, à essayer de remettre à sa place chaque concept, et du coup, derrière, pour arriver à le faire évoluer ensuite, vous aurez perdu beaucoup de temps. Donc comment est-ce qu'on remédie à ce problème de lisibilité? En mettant en place, par exemple, des normes de codage. Alors c'est un exemple parmi d'autres, il y a plein de façons de répondre à ça, vous avez plein de bouquins qui existent sur le sujet. Comment est-ce qu'on produit du code lisible, du code facile à comprendre? Les normes de codage, par exemple, répondent en partie à ce besoin-là, parce que lorsqu'on vous dit de ne pas faire des méthodes de plus de X lignes, de ne pas mettre plus de X lignes de code dans un fichier, c'est parce qu'on sait très bien que, passé un certain niveau, vous n'allez pas réussir à garder en mémoire toutes les choses que fait votre classe, votre objet, et qu'à conceptualiser ça, ça va être trop compliqué. Donc en réduisant, vous gardez moins de choses en tête, et donc du coup, vous pouvez plus facilement les manipuler, les changer dans le temps. C'est aussi imposer des nommages qui soient représentatifs, qui vous parlent. Si toutes vos méthodes s'appellent A, B, C, D, E, aller décortiquer ce que fait le code, c'est extrêmement compliqué. Alors que si vos différentes méthodes vous disent démarrer l'enregistrement, sauvegarder la valeur, vérifier que les critères sont bien respectés, là tout de suite, vous voyez beaucoup mieux à quoi correspond chaque élément du code. Au final, mettre des noms pas représentatifs, ça a un nom, ça s'appelle l'obfuscation. Et c'est ce qu'on fait justement pour éviter que des gens arrivent à comprendre ce que fait notre code a posteriori, pour éviter que des pirates, par exemple, arrivent à trop facilement découvrir ce qu'on fait et contourner les systèmes qu'on a mis en place. Donc nous, lorsqu'on code, on va essayer plutôt de viser l'inverse, de faire en sorte que nos développeurs puissent facilement relire le code, comprendre ce qu'il fait, pour pouvoir ensuite le changer. Un autre ralentisseur auquel on est confronté, c'est lorsqu'on a une architecture qui est un peu compliquée à comprendre, et que finalement, pour modifier le moindre petit élément de votre application, vous vous retrouvez obligé de toucher à plein de trucs différents, parce que vous avez produit un code qui est tellement entremêlé, qui dépend tellement, avec des objets qui dépendent tellement les uns des autres, que vous avez des dépendances à tout va, et que vous avez peur que le moindre truc que vous touchiez, ça risque de casser l'ensemble. Je pense que tous, quand on a travaillé sur des projets qui avaient un petit peu d'ancienneté, on a été confronté à ça, de se dire mais ah mince, j'ai une évolution à faire là, sauf que j'ai peur que si je touche à ce truc-là, je vais casser 4 autres fonctionnalités à côté et du coup je vais me rajouter du travail. Effectivement, si votre logiciel est trop imbriqué, qu'il y a trop de couplage comme on dit en général, c'est difficile d'isoler vraiment les éléments que vous avez besoin de toucher, et la moindre modification impacte toute votre base de code. Vous vouliez changer un petit texte et du coup vous vous retrouvez à modifier 15 fichiers différents. Ça, c'est pas viable pour aller vite. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? En général, on essaie de trouver une architecture qui est assez claire, assez flexible. On essaie de bien isoler les responsabilités dans notre code, de dire que tel objet s'occupe de tel aspect et c'est tout. Parce que si un objet, c'est un peu un God Object, comme on dit, l'objet Dieu là, qui supervise tout à la fois, forcément, ça va être plus dur de faire évoluer juste un petit aspect de l'objet complet. Ça va être aussi en isolant justement aussi les dépendances. Si on peut facilement mettre à l'écart une partie du code, on pourra plus facilement la faire bouger sans que ça impacte le reste. Donc ça, la façon dont on réfléchit à notre architecture, à la conception de notre logiciel, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas pour produire des jolis slides qu'on va pouvoir présenter en réunion d'avancement, c'est surtout pour le développeur eux-mêmes, pour que les développeurs puissent, dans le temps, avoir un logiciel qu'ils vont facilement pouvoir reprendre après coup lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont plus les mêmes qu'au départ, et que finalement, ce petit module que vous aviez isolé, on vous dit que c'est plus du tout comme ça qu'il devait fonctionner, et vous êtes bien content d'avoir que ce module-là à toucher et pas le logiciel dans son ensemble, parce que tout était connecté, il y avait des ficelles tirées dans tous les sens. Là, au moins, vous pouvez isoler le chantier sur lequel vous allez travailler. Un dernier élément qui nous ralentit beaucoup aussi, je ne sais pas parmi les personnes qui sont présentes là ou qui me regardent à distance, ceux qui sont développeurs, mais passer des tests à la main, on est d'accord, c'est galère. Ça prend du temps, c'est pas toujours fiable,
c'est... Parfois, on tombe sur des bugs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de tester, puis du coup, on se demande qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je remplis une anomalie là qu'il faudra traiter plus tard? Après tout, c'est pas ça que je testais. On est tenté vraiment de le mettre sous le tapis. Et voilà, au final, tout ce temps-là pour arriver à un résultat qui est pas très fiable dans le temps, c'est un gaspillage. Pourquoi? Parce que déjà, exécuter les choses à la main, ça prend beaucoup de temps. Enchaîner, de cliquer sur les boutons, taper les bons textes, se mettre dans la bonne configuration, c'est très chronophage. En plus de ça, il y a l'élément humain qui est aussi une source d'erreur, parce que quelqu'un qui passe un cahier de test en lisant ligne par ligne ce qu'il est censé faire, il peut facilement sauter une ligne, et puis du coup, les conditions ne sont plus les bonnes. À la fin, il vous dit que vous êtes en erreur, alors qu'en fait, c'est lui qui s'est trompé dans son test, et que c'est un faux positif, on va dire. À l'inverse, parfois, il déroule le scénario, puis à la fin, il a un résultat qui n'est pas exactement ce qui était renseigné dans le cahier de test, mais il se dit... Ouais, c'est peut-être une typo quand ils ont rédigé le scénario, là. Ça a l'air de ressembler à ce qui était attendu, on va dire que ça passe. Oui, mais c'était pas exactement ça. Et finalement, ça laisse passer des bugs qui auraient pu être détectés si on avait été un peu plus strict dans l'évaluation du test. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous vous retrouvez avec des anomalies qui vous sont remontées. On vous dit, les testeurs, ils ont remonté ça, ça et ça. Et vous essayez de les reproduire, et puis incapable de refaire exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il a respecté exactement ce qui était défini, dans quelles conditions était son application quand il a lancé ses tests. Et peut-être qu'il s'est mis dans un cas vraiment très particulier, mais qui ne vous a pas donné les infos qui permettent de retrouver ce cas-là. Et tout ça, ça fait que on gaspille beaucoup de temps à essayer de faire passer ces tests manuels, plutôt qu'à vraiment avoir des corrections efficaces qui arrivent vite et qui permettent d'avoir un logiciel qui marche mieux. Donc comment est-ce qu'on répond à ce problème des tests manuels? C'est simplement en les automatisant. C'est un peu le truc du geek en général. Dès qu'on commence à faire un truc répétitif et qui me prend du temps, le premier truc qui me vient en tête, c'est comment est-ce que je pourrais demander à l'ordinateur de le faire à ma place? Est-ce que je ne peux pas écrire un script qui va le faire pour moi? Est-ce que je ne peux pas trouver un logiciel qui va exécuter les mêmes tâches sans que j'ai besoin moi de les faire à la main? Et c'est pour ça qu'on a les tests automatisés qui existent chez nous. Alors, il y a toute une gamme de tests différents que vous pouvez appliquer, des tests de bout en bout, des tests unitaires, des tests d'intégration, etc. Le point commun de ces tests-là, et qui fait leur intérêt, c'est le fait que ces tests-là sont joués de manière automatisée, que normalement, ils sont rejoués tout le temps dans les mêmes conditions, et que quand ils vous disent à la fin qui passe ou qui passe pas, vous pouvez faire confiance au test. Et en plus, vous pouvez re-exécuter le même test pour aller débugger ce qui s'est passé dedans, pour voir pourquoi votre test a fini en rouge à la fin. Débugger un être humain, c'est beaucoup plus compliqué. Là, au moins, vous êtes sûr que l'ordinateur fait exactement la même chose à chaque fois et que le résultat, du coup, va être reproductible, va être fiable et que ça va vous permettre, du coup, d'aller plus vite à la source du problème. Donc, pour finir sur cette idée des tests automatisés, j'avais envie de creuser un petit peu un exemple. Vous avez, je pense, pour la plupart entendu au moins de noms parler de TDD, le Test Driven Development. Je vous rappelle les grandes lignes, c'est en gros, on commence par écrire un test qui échoue, ensuite on écrit le code qui va faire passer ce test, et une fois qu'on a notre code qui passe nos tests, on fait une passe un petit peu de nettoyage pour remettre les choses au clair, et on attaque le test suivant, et ainsi de suite. On boucle, c'est la fameuse cycle là, rouge, vert, refactor. Je fais un test à la fois. Bien sûr, je ne vais pas écrire tous les tests pour tout le logiciel. Je ne sais pas encore comment va se comporter tout mon logiciel. Je fais un test à la fois, je le fais passer et j'améliore derrière. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer le temps que ça me prend d'écrire des tests automatisés comme ça, au temps que ça me prendrait de tester en manuel? Parce que souvent, on se dit, écrire des tests automatisés, oui, ça prend du temps. À partir du moment où je produis du code, je passe du temps à y réfléchir, à l'écrire. Et on se dit souvent que là, j'ai la pression, il faut que je sorte plus vite ma fonctionnalité parce que la fin du sprint arrive, parce qu'on a annoncé une deadline, une livraison au client et qu'il faut vraiment que le code soit là. Donc, si je n'écris pas les tests automatisés, ça me fait déjà du temps d'économiser, je vais peut-être arriver plus vite à fournir la solution. On va comparer ça en faisant quelques petites hypothèses. Alors, c'est très simplifié au niveau des maths que je fais là, mais vous verrez qu'on peut très, très facilement extrapoler. Disons que j'ai un certain nombre de fonctionnalités à développer et que chaque fonctionnalité que je code, je passe 10 minutes dessus. On va dire que je fais des étapes assez petites, je découpe vraiment en tâches assez courtes qui me prennent juste 10 minutes.
Écrire le test correspondant me prend 5 minutes de réflexion et puis de code, parce que bon, normalement, il y a moins de code dans un test que dans la fonctionnalité elle-même. Alors que si je voulais tester ce truc-là à la main, en général, je passe 1 minute. Je lance mon application, je fais quelques clics de bouton, je tape un petit bout de texte et je vérifie que le résultat est bon. Donc on voit que passer un test à la main, ça va plus vite que de l'écrire pour pouvoir l'exécuter. Par contre, là où il y a une petite différence, c'est quand même qu'en temps d'exécution, mes tests automatisés, on va dire qu'ils sont beaucoup plus rapides. En général, les tests automatisés, c'est négligeable le temps que ça prend à s'exécuter. Une bonne partie du temps, c'est déjà du temps de compilation que vous avez aussi si vous avez testé à la main. Au final, vous allez compiler votre application, donc le temps de compilation, il y est là aussi. Mais par contre, le temps d'exécution des tests automatisés est beaucoup plus court. Alors si je me projette avec ces hypothèses-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette courbe-là, qui me dit que première fonctionnalité que j'attaque, je passe 5 minutes à écrire mon test, 10 minutes à écrire ma fonctionnalité. Au total, j'ai mis 15 minutes pour faire une fonctionnalité. Mon collègue qui fait ça en manuel à côté, il passe 10 minutes à écrire sa fonctionnalité d'abord, 1 minute à la tester, en 11 minutes, il a fini. Il a fini 4 minutes avant moi. Bon, très bien. Fonctionnalité suivante. Moi, pareil, je repasse 5 minutes à coder un test, 10 minutes à implémenter ma fonctionnalité, 30 minutes, j'en ai 2. Mon collègue à côté, il repasse 10 minutes à écrire une nouvelle fonctionnalité, 1 minute à la tester, mais il doit aussi repasser 1 minute pour vérifier que ce qu'il avait fait avant, il ne l'a pas cassé. Parce que potentiellement, si les deux se recoupent un petit peu, il y a des chances que le code qu'il a produit ensuite ait perturbé le code qu'il avait écrit au début. Donc là, en test, il passe pas seulement 1 minute sur la nouvelle fonctionnalité, mais 2 minutes au total pour retester l'ensemble. Donc cette fois-ci, il n'a pas passé 11 minutes sur cette deuxième fonctionnalité, mais il en a passé 12. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, en test automatisé, ma vitesse, elle est constante, c'est linéaire. Si je fais n fonctionnalités, je ferai n fois 15 minutes. Alors que quand je suis en train de tester manuellement, plus j'ai fait de fonctionnalités, plus je vais perdre de temps à tout retester derrière. Et c'est comme ça que très très vite, on voit que la courbe en rouge des tests manuels, elle rattrape celle des tests automatisés. Vous voyez que là, au bout de 9 fonctionnalités, on est à égalité sur le temps, et qu'à partir de la 10e, ça commence à me coûter plus cher de retester à la main que si j'avais pris le temps d'écrire tous ces tests unitaires. Et ça ne va pas en s'arrangeant dans le temps, parce que si j'extrapole encore plus, voilà, vous avez une courbe linéaire en bleu, alors que les tests manuels, c'est du quadratique, c'est proportionnel au carré du nombre de fonctionnalités que vous avez fait. Et forcément, c'est là qu'on voit que mes hypothèses que j'ai faites au début, même si elles étaient assez simplistes, ça me permet de voir des tendances. Et ces tendances-là, quand on voit qu'il y en a un qui croît de manière linéaire alors que l'autre c'est de manière quadratique, je peux en conclure facilement que quels que soient les chiffres que j'aurais pris au départ, j'ai forcément un moment où la courbe rouge va passer au-dessus de la courbe bleue. Et c'est même si j'ai essayé d'amplifier au maximum l'écart au début en me disant que ça me prend vachement de temps d'écrire mes tests auto et très peu de faire en manuel, il y a quand même un moment où l'explosion du nombre de tests qui a passé manuellement va largement compenser le temps que j'aurais investi à écrire mes trucs. Donc vous voyez quand même, il y a bien au tout début un petit gain, mais ce gain-là, il n'a pas duré longtemps. Très très vite, je me suis retrouvé à passer beaucoup plus de temps à tester que j'en passe à écrire mes fonctionnalités elles-mêmes. Après, dans la pratique, on est bien d'accord que c'est un peu plus complexe que ça, parce que quand je fais des tests à la main, je ne reteste pas tout à chaque fois. Parfois, je me dis, je vais finir quand même de faire un certain nombre de choses, puis là, je repasserai une phase de test complète. Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, peut-être que j'introduis un bug au tout début de ma session de codage, là, et qu'entre-temps, au moment où je reteste, il y a eu 4 ou 5 fonctionnalités supplémentaires que j'ai ajoutées. Et le bug que j'ai introduit, il se retrouve déjà bien imbriqué dans tout ce que j'ai fait derrière. Et à reprendre tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si j'avais été en TDD, je sais très bien qu'il me suffit que je revienne à la dernière fois où j'ai lancé mes tests automatisés, qu'ils étaient en vert, et que là j'étais dans un état qui était stable, où il n'y avait pas de bug connu par rapport à tout ce que j'avais implémenté. Donc peut-être que ce que j'ai fait depuis a introduit un bug, mais je peux revenir en arrière et être sûr que je reviens à cet état-là, et je peux revoir juste la fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler, là, plutôt que de tout revoir. D'où l'intérêt aussi d'avoir des étapes qui soient suffisamment courtes. Parce que plus je passe de temps sur une étape, plus il y a de risques que j'introduise un bug au début et que je m'en rende compte beaucoup trop tard. Donc, c'est pas pour faire l'apologie du TDD en lui-même, mais simplement pour vous dire que
lorsque on automatise des choses, forcément, il y a un gain de temps qui est mesurable. Alors dans la pratique, on se fie souvent un petit peu à notre intuition, se dire, ben voilà, ouais, non, là, j'ai pas grand-chose à faire, je vais le coder vite fait, le tester à la main, et puis c'est réglé, et ensuite je passerai à autre chose. Oui, mais le problème, c'est ce que j'ai testé là, sur le moment, ça va été vite, mais il va bien falloir que dans le futur, ça soit retesté à nouveau par quelqu'un d'autre. Enfin, ou par moi-même aussi, hein, si c'est moi qui reviens sur mon propre code. Et le jour où il va falloir le retester, ben, ça va se recumuler avec toute la liste des autres tests qu'il y avait en cours. Alors que mes tests automatisés, eux, ouais, ils commencent à prendre un peu de temps. Au début, ils prenaient 1 seconde, maintenant ils en prennent 10. Mais c'est quoi 10 secondes comparé au temps qu'on passe à passer plein de scénarios à la main? C'est vraiment négligeable et on peut très bien faire l'impasse dessus. Du coup, pour conclure, ben vous comprenez très bien le titre que j'ai donné à cette présentation. Bien codé, ça ne nous coûte pas plus cher. Au contraire, en fait, bien codé, c'est des principes qu'on applique pour justement faire des économies. Et donc lorsqu'on vient vous dire, ben, désolé, on va faire un petit peu une entorse, là on va arrêter de respecter les règles qu'on avait édictées, on va faire du quick and dirty, ben, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a un proverbe de programmeur que vous connaissez peut-être qui dit que there is no quick and dirty, there's only dirty. Autrement dit, vous pouvez essayer de faire du rapide et pas cher là, en disant on nettoiera plus tard. Non, au final, il n'y a pas le gain vraiment que vous espériez. Tout ce que vous allez faire, c'est du code qui va être plus difficile à maintenir, plus difficile à faire évoluer, et que ce que vous croyez avoir été rapide au début, ben, ça vous coûte beaucoup plus cher sur le long terme. Alors c'est vrai que parfois, surtout quand on est débutant, on a du mal à comprendre les règles qu'on nous impose. Ah, mais pourquoi on ne peut pas faire plus de tant de lignes de code par méthode? Pourquoi est-ce qu'on doit organiser les fichiers comme ça et comme ça? Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ces règles-là, parce qu'on a tendance souvent à faire un peu a posteriori, en trichant un peu. Ah ben, on m'a mis une limite à 50 lignes de code dans ma méthode. Bon, c'est déjà beaucoup trop, hein, on est d'accord. Mais mettons, il y a mon sonar ou mon checkstyle qui me dit j'ai droit qu'à 50 lignes, alors que ma méthode, j'en ai mis 100 dedans. Bon, ben, je vais couper mon truc en deux, ça fera 2 méthodes de 50 lignes, et puis ça passera, quoi. Sauf que c'est pas ça le principe. Le but, c'est pas que vous arriviez à faire des méthodes plus petites de manière arbitraire, c'est que vous vous posiez la question de pourquoi est-ce que j'ai tout ça à faire dans mon code? C'est quoi les grosses étapes, les grosses briques que je fais? Et ça, chacune de ces briques, ben, je peux l'exporter dans une méthode qui aura un nom très explicite, et au final, je ferai des méthodes qui seront beaucoup plus petites et beaucoup plus lisibles. Donc, il ne faut pas prendre les choses à l'envers et essayer d'appliquer de force les règles a posteriori, mais plutôt se poser la question de pourquoi on a ces règles et revenir un petit peu à la définition de la qualité que je vous ai donnée, ce qui est de chercher comment contrebalancer les obstacles, les ralentisseurs qu'on a à notre développement. Et je ne sais pas si je vous ai convaincu avec cette présentation, mais si ce n'est pas le cas, posez-vous simplement la question. Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps dans vos projets en général? Est-ce que c'est d'implémenter un algorithme qui était compliqué, ou est-ce que c'était simplement d'aller comprendre du code legacy pour aller réinsérer quelque chose dedans et arriver à le faire évoluer? Et une fois que vous aurez une réponse à cette question-là, je pense qu'il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu sur le chemin pour adhérer à ce principe que je vous ai donné, que ça ne coûte pas plus cher de bien coder. Voilà, il doit nous rester 1 ou 2 minutes s'il y a des questions. 2 minutes. Sinon, après, on pourra discuter à l'extérieur. Mm-hmm. Exactement, oui. C'est ça. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est que écrire des tests automatisés au fur et à mesure qu'on développe notre code en mode TDD, c'est plus qu'un gain de temps, c'est aussi de la documentation, c'est aussi une aide pour notre architecture, parce qu'on va écrire du code qui sera naturellement testable, puisqu'on a commencé par le tester. Donc là, je me suis effectivement restreint à un aspect purement mathématique au niveau du temps, pour l'intérêt de la démonstration, mais il y a beaucoup plus d'aspects derrière. C'est pour ça que je dis, rien que le TDD, déjà, on pourrait s'y plonger et trouver beaucoup plus d'avantages à ça. Oui. Vous travaillez chez UEP, c'est ça? C'est ça, oui. Vous pratiquez le TDD de manière régulière sur tous les projets Alors, on va dire que ça, c'est un petit peu au choix, entre guillemets, de chacun.
Nous, on a des contraintes, on va dire, en termes de couverture de code qu'on donne. Donc, on veut quand même qu'une majorité de notre code soit couvert par des tests. Après, on n'impose pas aux développeurs de commencer par écrire le test. Mais moi, à titre personnel, je sais que dès que j'en ai l'occasion, dès que je code sur un domaine qui est assez limité et où je peux vraiment écrire facilement des tests dessus, je vais essayer de privilégier ça au maximum, quoi. Voilà, je pense qu'on a atteint le temps. Donc merci pour votre écoute.